Constantinople, 958. Dans les salles du Grand Palais impérial où les murs rutilent d'or et de mosaïques, un garçon nommé Basile vient au monde. Son père romain règne sur l'Empire byzantin, cet héritier de Rome qui contrôle encore les Balkans, l'Asie mineure et une partie de l'Italie. Sa mère Théophano est une beauté redoutable dont le nom fera trembler le palais. Personne ne devine que cet enfant ordonnera un jour l'un des actes les plus terrifiants de l'histoire médiévale. Basile a 5 ans quand son père meurt brutalement en 963. Les langues vont bon train au palais. Théophano aurait-elle empoisonné son mari? L'enfant devient empereur aux côtés de son frère cadet Constantin VIII, mais à 5 ans, on ne gouverne pas un empire qui s'étend de l'Adriatique à l'Euphrate. Théophano assume la régence, puis épouse rapidement le général Nicéphore II Phocas, un guerrier brillant et brutal qui prend le contrôle effectif du pouvoir. Basile grandit dans l'ombre d'un beau-père qui méprise ouvertement ses enfants empereurs, ses figures de cire sur le trône, tandis que lui conquiert des territoires et mène les légions. 6 ans plus tard, en décembre 969, le palais devient un théâtre sanglant. Théophano complote avec Jean Tzimiskès, cousin et rival de Nicéphore. Une nuit glaciale, les assassins se glissent dans la chambre impériale. Nicéphore se réveille, voit les lames, tente de fuir, mais les tueurs le massacrent, sur place. Tzimiskès devient empereur et expulse Théophano. Basile a 11 ans. Il vient de comprendre la règle fondamentale de Byzance. Le pouvoir appartient à celui qui ose le prendre par le sang. Jean Tzimiskès continue les guerres. Il bat les Russes, qui tentent d'envahir la Bulgarie, repousse les Arabes en Syrie, conquiert des villes. Puis en 976, il meurt subitement. Basile a 18 ans. Enfin, le trône lui revient. Sauf qu'un eunuque nommé Basile Lécapène, le grand chambellan, contrôle réellement l'administration impériale et considère l'empereur comme un gamin incompétent. L'aristocratie militaire partage cet avis. Ces généraux qui ont servi sous Phocas et Tzimiskès voient Basile comme un enfant du palais qui n'a jamais tenu une épée au combat. Ils ont goûté au pouvoir durant 20 ans de règne militaire. Ils ne comptent pas le lâcher pour un gamin né dans la pourpre. Bardas Skléros lance la première rébellion dès 976. Commandant des armées orientales, il refuse de reconnaître Basile et se fait proclamer empereur par ses légions. Il marche sur Constantinople. Pour sauver le trône, Lécapène rappelle d'exil Bardas Phocas, neveu de l'empereur assassiné. En 979, près d'Amorium, les deux Bardas s'affrontent en duel singulier à cheval devant leurs armées. Phocas l'emporte, transperçant Skléros d'un coup de lance. La rébellion s'effondre. Basile observe et apprend. Il comprend qu'il ne régnera jamais tant que les généraux commanderont les armées. En 985, il élimine enfin Lécapène du pouvoir. À 27 ans, pour la première fois, il gouverne vraiment. Il brûle de prouver sa valeur comme guerrier. Il veut sa propre victoire militaire. En août 986, Basile rassemble 60 000 hommes et marche contre la Bulgarie. Depuis des décennies, le royaume bulgare grignote les territoires byzantins dans les Balkans. Samuel, un chef militaire génial, contrôle la partie occidentale de la Bulgarie et s'est taillé un véritable empire. Basile assiège Serdica, la capitale bulgare qu'on appellera Sofia. Mais les murailles tiennent. Après 20 jours d'assauts infructueux, Basile doit lever le siège, humilié. Lors de la retraite, l'armée byzantine doit franchir un défilé étroit appelé les portes de Trajan. Samuel a tendu un piège. Les Bulgares surgissent des hauteurs, déchaînant une attaque dévastatrice. Les soldats byzantins paniquent, se piétinent, tombent des falaises, sont massacrés par milliers. Basile échappe de justesse à la mort, sauvé par quelques gardes qui le sortent du carnage. Il rentre à Constantinople couvert de honte. Les généraux ricanent. Le peuple doute. Et Samuel, enhardi, se lance dans une campagne fulgurante, conquérant la Dalmatie, prenant Dyrrhachium sur l'Adriatique, étendant son empire de la mer Noire à l'Adriatique. La défaite déclenche une catastrophe intérieure. En 987, Bardas Skléros se rebelle à nouveau. Pire, Bardas Phocas, celui qui avait sauvé le trône, se retourne contre Basile. Les deux généraux s'allient et se partagent l'empire. Phocas contrôle l'Asie mineure, Skléros les provinces orientales. Basile se retrouve acculé à Constantinople,
empereur d'une capitale entourée d'ennemis. Dans cette heure désespérée, Basile joue son dernier atout. Il contacte Vladimir Ier, grand prince de Kiev, qui commande 6000 guerriers varegs, ces vikings orientaux réputés pour leur férocité. Basile promet la main de sa sœur Anne, une princesse porphyrogénète, contre l'aide militaire de Vladimir et sa conversion au christianisme orthodoxe. Vladimir accepte. Les Varegs débarquent. En 989, les armées rebelles sont écrasées. Phocas meurt durant la bataille, certains disent d'une crise cardiaque, d'autres d'empoisonnement. Scléros, vieillard brisé, se rend. Basile le fait aveugler mais lui épargne la vie. Le jeune empereur a survécu. Il garde les Varegs comme garde personnelle, créant la fameuse garde Vareg. Il réorganise l'armée, brisant le pouvoir des grandes familles aristocratiques. Il centralise tout, ne fait confiance à personne, gouverne chaque détail. Il mène une vie austère, refuse le luxe, dort peu, travaille sans relâche, ne se marie jamais. Toute son existence devient une préparation à une seule chose, détruire Samuel et l'Empire bulgare. En 995, Basile doit interrompre ses plans pour sauver Alep, ville vassale menacée par le calife fatimide. Il traverse l'Asie mineure en 16 jours en plein hiver, mais les Égyptiens en déroutent, puis concluent une trêve de 10 ans. Ce répit lui permet de se concentrer sur l'obsession qui consume son esprit depuis les portes de Trajan. La Bulgarie. À partir de 1001, Basile lance une campagne systématique. Chaque année, pendant 17 ans consécutifs, il envahit le territoire bulgare. Ce n'est pas une guerre de conquête rapide, c'est une guerre d'usure méthodique. Il prend une forteresse, détruit une ville, ravage une province, puis recommence l'année suivante. Les prisonniers sont mutilés ou exécutés. Les populations qui résistent sont massacrées. Les récoltes brûlent, les villages sont rasés. Basile applique une terreur totale pour briser la volonté bulgare. En 1003, il reprend Vidin après 8 mois de siège. En 1004, il s'empare de Skopje, coupant l'empire de Samuel en deux. Samuel tente de riposter en attaquant Andrinople, mais Basile le force à battre en retraite. En 1005, Dyrrhachium fait défection, vendu aux Byzantins par le gendre même de Samuel. L'empire bulgare rétrécit comme une peau de chagrin. Samuel se replie sur son territoire central, la région des Grands Lacs en Macédoine. Il fortifie toutes les passes menant au cœur de son royaume. La passe de Claidion, sur la rivière Strymon, devient sa ligne de défense principale. Il y concentre entre 15 000 et 20 000 soldats, ses meilleures troupes, derrière des palissades, des tours de bois et des fossés. La vallée est étroite, facilement défendable. Samuel pense que Basile ne pourra jamais forcer ce passage. L'été 1014 arrive. Basile, maintenant âgé de 56 ans, conduit son armée vers Claidion. Il sait que cette passe est la clé. S'il la franchit, la route d'Oride s'ouvre et l'empire bulgare s'effondrera. Les Byzantins lancent un premier assaut. Les flèches pleuvent des tours. Les soldats tombent par centaines. Les palissades tiennent. Après des heures de combats sanglants, Basile comprend qu'un assaut frontal est impossible. L'empereur étudie le terrain. Il ne peut forcer la passe de front, mais peut-être peut-il la contourner. Il confie au général Nicéphore Xiphias une mission audacieuse. Prendre une partie de l'armée, contourner la passe par les monts Bélès au sud et attaquer les Bulgares par l'arrière pendant que l'armée principale les fixe de front. Xiphias part avec ses hommes dans la montagne. C'est risqué. Si les Bulgares détectent le mouvement, ils peuvent écraser la colonne avant qu'elle n'atteigne sa position. Mais Samuel ne se méfie pas. Son attention reste concentrée sur l'armée de Basile qui continue de harceler ses défenses depuis la vallée. Le 29 juillet 1014, à l'aube, Xiphias est en position. Ses troupes ont contourné les défenses sans être repérées. Au signal, les Byzantins attaquent simultanément de front et de l'arrière. Les Bulgares, pris en tenaille, paniquent. Les soldats abandonnent les tours pour faire face à la nouvelle menace. C'est exactement ce que Basile attendait. L'empereur lance toutes ses forces. Les défenses s'effondrent. Les Byzantins déferlent dans la passe. Le combat devient une boucherie. Les Bulgares tentent de fuir vers Strumitsa, où se trouve leur base. Les Byzantins les poursuivent sans merci. Des milliers sont taillés en pièces. Des milliers d'autres sont capturés.
Samuel se trouve à Strumitsa avec son fils Gabriel Radomir quand arrive la nouvelle du désastre. Le tsar tente de rallier ses troupes pour secourir l'armée piégée. Il chevauche vers le champ de bataille, mais près du village de Mokrievo, il se heurte aux avant-gardes byzantines. Un bref combat s'engage. Les Bulgares sont submergés. Samuel comprend que tout est perdu. Gabriel le hisse sur son cheval et il s'enfuit vers Prilep, où le tsar peut se mettre en sécurité. Sur le champ de bataille, les Byzantins comptent leurs prisonniers. Les chroniqueurs parlent de 14 000 à 15 000 hommes. Certains historiens modernes estiment plutôt 8 000. Le nombre importe moins que ce qui va suivre. Basile II se tient devant les prisonniers enchaînés. Il a attendu 28 ans pour venger sa défaite des portes de Trajan. Pendant presque 3 décennies, il a porté la honte de cette débâcle. Maintenant, Samuel est brisé, son armée détruite. Basile pourrait exécuter les prisonniers ou les garder comme esclaves, mais l'empereur veut envoyer un message qui résonnera dans toute la péninsule balkanique. Il ordonne que les prisonniers soient divisés en groupes de 100 hommes. Dans chaque groupe, 99 soldats auront les 2 yeux crevés. Le 100e sera seulement éborgné d'un œil pour guider les autres jusqu'à leur tsar. L'ordre est exécuté. Pendant des heures, peut-être des jours, les bourreaux byzantins accomplissent leur tâche. Les soldats bulgares sont maintenus au sol. Des lames chauffées ou des pointes métalliques percent leurs globes oculaires. Les hurlements résonnent dans la vallée. Le sang coule. Des hommes perdent connaissance. Certains meurent du choc. La plupart survivent, condamnés aux ténèbres. Pourquoi cette cruauté extrême? Plusieurs raisons s'entremêlent. D'abord, la vengeance pure. Basile veut que Samuel ressente la même douleur qu'il a ressentie en 986. Ensuite, la terreur psychologique. En renvoyant ces milliers d'aveugles à leur souverain, Basile envoie un message brutal. Voilà ce qui attend ceux qui résistent à Byzance. Il existe aussi une explication légale. Dans la tradition byzantine, l'aveuglement est la punition réservée aux rebelles. Les Bulgares, qui occupent des territoires que Byzance considère comme siens de droit, sont perçus comme des usurpateurs. En les aveuglant, Basile applique le châtiment prévu pour la rébellion, mais à une échelle jamais vue. Certains historiens suggèrent un calcul cynique supplémentaire. Des milliers de prisonniers coûtent cher à nourrir et garder. En les aveuglant et les renvoyant, Basile se débarrasse du problème tout en transformant ces hommes en fardeaux pour Samuel. Des milliers d'aveugles qui ne peuvent plus travailler ni combattre, mais qui doivent être nourris et soignés, drainent les ressources d'un royaume déjà exsangue. La colonne des aveugles se met en route vers Prilep. Des milliers d'hommes avançant en tâtonnant, guidés par des borgnes qui peuvent à peine voir. Les plaies suppurent, l'infection se propage. Beaucoup meurent en chemin. Les survivants progressent lentement, douloureusement, vers la capitale de leur tsar. Samuel attend à Prilep. Il a survécu à la bataille. Il espère encore reconstituer son armée, fortifier ses dernières places, résister. Puis les éclaireurs annoncent qu'une colonne approche. Samuel sort pour accueillir ses soldats. Ce qu'il voit le frappe comme un coup de massue. Des milliers d'hommes mutilés, sanglants, aveugles, avançant en trébuchant. Ce sont ses meilleurs guerriers, ceux qu'il avait postés à Clédian. Maintenant, ils ne sont que des ruines humaines. Le chroniqueur rapporte que Samuel tombe évanoui. Il est transporté dans ses appartements. Pendant 2 jours, il reste prostré, incapable de parler. Le 6 octobre 1014, exactement 2 mois après Clédion, le tsar Samuel meurt d'une attaque d'apoplexie. En réalité, de chagrin et de désespoir. La mort de Samuel marque le début de la fin. Son fils Gabriel Radomir succède mais est assassiné en 1015 par son cousin Ivan Vladislav. Ce dernier tente de négocier avec Basile, mais l'empereur refuse toute discussion. La guerre continue, méthodique, implacable. Basile prend Ohrid, la capitale, en 1005. Ivan Vladislav est tué en 1018 lors d'une tentative de reprendre Dyrrhachium. Avec sa mort s'éteint toute résistance organisée. Les nobles bulgares se rendent un à un. L'empire bulgare, qui avait menacé Constantinople sous le tsar Siméon, cesse d'exister après 180 ans d'indépendance. Basile fait son entrée triomphale à Ohrid. Il a vaincu, mais l'empereur montre alors une intelligence politique remarquable.
Il ne cherche pas à détruire l'identité bulgare ou à punir collectivement le peuple. Il préserve les structures administratives bulgares, maintient les lois locales, respecte l'Église bulgare orthodoxe, même s'il rabaisse le patriarcat au rang d'archevêché. Les nobles bulgares qui se soumettent conservent leurs terres et titres. Certains sont même intégrés à l'aristocratie byzantine. Basile comprend qu'un peuple peut être vaincu militairement, mais doit être géré politiquement avec finesse. La terreur de Cleidion a brisé la résistance. Maintenant, la clémence et l'organisation efficace consolident la victoire. Cette approche fonctionne. La Bulgarie reste pacifiée pendant tout le reste de son règne. Après la Bulgarie, Basile se tourne vers d'autres fronts. Il mène des campagnes en Géorgie où il soumet le roi Georges Ier qui refuse de reconnaître la suzeraineté byzantine. En 1021, Basile traverse les montagnes du Caucase avec son armée et force le roi géorgien à capituler. Il annexe des territoires arméniens, créant un glacis défensif contre les peuples des steppes. Il pacifie l'Italie du Sud où les Byzantins luttent contre les Normands et les Arabes. Il conclut un accord commercial avec Venise en 992 qui enrichit les caisses impériales tout en permettant à la République de devenir une puissance maritime. L'empereur accumule une fortune colossale. À sa mort, il laisse 200 000 livres d'or dans le trésor impérial, une somme astronomique. Cette richesse provient des butins de guerre, des tribus des peuples soumis, des taxes collectées efficacement grâce à une administration centralisée qu'il contrôle personnellement. Basile impose aussi des réformes agraires radicales qui provoquent la fureur de l'aristocratie. Il lutte contre les grandes familles qui ont accaparé les terres des petits paysans. Il crée l'allélangion, un système de caution mutuelle qui oblige les riches à payer les impôts des pauvres sans pouvoir s'approprier leurs terres en retour. Le patriarche de Constantinople lui-même proteste contre cette mesure qui touche les biens de l'Église. Basile reste inflexible. Il veut renforcer la classe des petits propriétaires qui fournit les meilleurs soldats. L'empereur vieillit sans jamais se marier. Il refuse toutes les propositions de mariage politique. Il passe ses journées à travailler sur l'administration, à planifier des campagnes militaires, à inspecter les troupes. Il vit simplement, dort sur une paillasse, mange frugalement. Certains le surnomment le moine empereur pour son ascétisme. Mais derrière cette façade de sainteté se cache une volonté de faire et une méfiance absolue envers tout le monde. Basile gouverne en solitaire. Il ne forme pas de successeur, ne crée pas d'institution capable de survivre à sa disparition. Tout le système repose sur sa personne. Il prend chaque décision importante, contrôle chaque détail. Cette centralisation extrême fonctionne pendant sa vie parce qu'il est un administrateur génial et un travailleur acharné. Mais elle porte en germe la faiblesse future de Byzance. En 1025, Basile prépare une expédition contre les Arabes de Sicile. Il veut reprendre l'île qui était byzantine avant la conquête musulmane. Il rassemble une flotte, recrute des troupes, planifie la campagne. Mais le 15 décembre 1025, Basile II meurt subitement à l'âge de 67 ans, probablement d'une crise cardiaque. Il laisse le trône à son frère Constantin VIII, qui n'a jamais gouverné de sa vie, ayant passé 65 ans dans l'ombre de son frère aîné. Constantin règne 3 ans dans la débauche et l'incompétence avant de mourir sans héritier mâle. La dynastie macédonienne s'éteint. L'Empire replonge dans les querelles de succession, les coups d'État, les révoltes. L'aristocratie militaire que Basile avait écrasée reprend le pouvoir. Les réformes agraires sont abandonnées. Les petits propriétaires perdent leurs terres au profit des magnates. L'armée se dégrade, remplaçant les paysans soldats par des mercenaires coûteux et peu fiables. Les frontières commencent à reculer sur tous les fronts. En 1071, moins de 50 ans après la mort de Basile, l'armée byzantine est écrasée par les Turcs seldjoukides à la bataille de Manzikert. L'empereur romain IV Diogène est capturé, humilié, libéré contre rançon. L'Asie mineure, cœur démographique et économique de l'Empire, est perdue. Des hordes turques déferlent sur le plateau anatolien, fondant des émirats qui deviendront plus tard l'Empire ottoman. En 1204, catastrophe ultime, les croisés de la 4e croisade détournent leur expédition et saccagent Constantinople elle-même. Les soldats catholiques pillent, violent, massacrent. Ils volent les trésors accumulés pendant des siècles, fondent les icônes pour récupérer l'or, profanent les églises.
L'empire se fragmente en plusieurs États successeurs. Constantinople est reprise en 1261, mais l'empire n'est plus qu'une ombre de lui-même. En 1453, les Turcs ottomans de Mehmed II prennent Constantinople après un siège de 53 jours. Le dernier empereur Constantin XI meurt en combattant sur les murailles. L'Empire byzantin, qui avait survécu 1000 ans depuis la chute de Rome, disparaît définitivement. Sainte-Sophie devient une mosquée. Le palais impérial tombe en ruine. Les derniers nobles byzantins fuient en Occident, emportant des manuscrits grecs qui contribueront à la Renaissance italienne. Rétrospectivement, le règne de Basile II apparaît comme l'apogée ultime d'une civilisation sur le déclin. C'est le dernier grand sursaut, le dernier moment de puissance absolue avant la chute inexorable. Basile réussit à tenir l'Empire par sa volonté de fer, mais il ne peut empêcher les forces historiques qui le dépassent. La montée de l'islam turc, l'épuisement des ressources, les mutations du monde médiéval. Le surnom de Bulgaroctone, tueur de Bulgares, lui colle à la peau pour l'éternité. Pour les Grecs modernes, il reste un héros national, l'empereur qui a restauré la grandeur byzantine. Des statues le représentent à Athènes. Des historiens grecs écrivent des biographies laudatives. En Bulgarie, c'est le contraire. Basile incarne le tyran cruel qui a détruit le premier empire bulgare et aveuglé des milliers d'ancêtres bulgares. Les deux visions coexistent, témoignant de la complexité du personnage. L'aveuglement des prisonniers de Cleidion reste son acte le plus connu, ce n'est pas son seul acte de cruauté. Durant ses 17 ans de guerre contre la Bulgarie, il a ordonné d'innombrables massacres, destructions, mutilations. Mais Cleidion frappe l'imagination par son ampleur et son caractère systématique. Ce n'est pas la frénésie d'une bataille, pas le massacre spontané de soldats exaltés. C'est un ordre froid, exécuté méthodiquement sur des milliers de prisonniers désarmés. Fallait-il agir ainsi pour vaincre? Probablement pas. D'autres empereurs ont vaincu des ennemis sans recourir à de telles atrocités. La mutilation des prisonniers n'était pas militairement nécessaire. C'était un choix, celui d'un homme qui avait décidé que la terreur absolue était le meilleur outil de gouvernement. La terreur a-t-elle fonctionné? Oui et non. Samuel est mort de chagrin, mais ses successeurs ont continué à se battre pendant 4 ans. L'Empire bulgare ne s'est pas effondré instantanément. La résistance a continué dans plusieurs forteresses. Basile a dû conquérir le territoire ville par ville, château par château. La terreur de Cleidion a probablement accéléré la victoire en brisant le moral bulgare, mais elle n'a pas remplacé le travail militaire patient et méthodique. Les Bulgares conquis ont-ils été traumatisés au point de rester soumis? Pendant le règne de Basile, oui. Mais en 1040, 15 ans après sa mort, une grande révolte bulgare éclate sous Pierre d'Eljan, qui prétend descendre de Samuel. L'insurrection est écrasée, mais elle montre que la terreur n'a pas tué l'esprit national bulgare. En 1185, les frères Hassen mènent une nouvelle révolte qui réussit cette fois, créant le Second Empire bulgare qui durera jusqu'en 1396. La cruauté de Basile n'a donc pas créé de paix durable, seulement une victoire temporaire. Les territoires conquis au prix de tant de sang ont été perdus. Les mutilations, les massacres, les destructions n'ont servi à rien à long terme. L'Empire bulgare s'est relevé de ses cendres. L'Empire byzantin, lui, n'a pas survécu. Comment juger Basile II? À l'époque médiévale, la cruauté envers les ennemis vaincus n'était pas exceptionnelle. En 1099, les croisés massacreront Jérusalem, faisant couler le sang dans les rues selon les chroniqueurs. Les Mongols empileront des pyramides de crânes dans les villes conquises. Les rois européens feront brûler vifs les hérétiques. La violence est omniprésente au Moyen-Âge. Mais même dans ce contexte brutal, l'aveuglement de Cleidion se distingue. Ce n'est pas un massacre dans le feu de l'action, c'est une torture organisée de prisonniers sans défense. C'est la transformation délibérée d'êtres humains en symboles vivants de terreur. C'est l'utilisation calculée de la souffrance comme arme psychologique. Basile ne manifeste jamais de remords. Il ne cache pas son acte, au contraire. Il veut que le monde sache ce qu'il a fait. Le message est clair. Voilà le prix de la résistance à Byzance. La cruauté n'est pas une faiblesse à dissimuler. C'est un outil de gouvernement à exhiber.
Cette logique implacable caractérise tout le règne. Basile ne gouverne pas par la popularité ou le charisme, mais par la peur et l'efficacité. Il ne cherche pas à être aimé, seulement à être obéi. Il ne se soucie pas de son image, seulement du résultat. Peut-on séparer l'homme de ses actes? Basile était-il un monstre ou simplement un produit de son époque? Il a grandi dans un palais où les empereurs étaient régulièrement assassinés. Il a vu sa mère comploter des meurtres. Il a survécu à des révoltes, des trahisons, des tentatives d'assassinat. Il a été humilié militairement à l'âge de 28 ans. Toute sa vie a été une lutte pour le pouvoir et la survie. Dans ce contexte, la cruauté devient presque logique. Basile a appris jeune que la pitié est une faiblesse, que la confiance mène à la trahison, que seule la force compte. Il a appliqué ces leçons avec une cohérence glaciale pendant 50 ans. Il a transformé un empire déclinant en puissance dominante. Il a repoussé les frontières jusqu'au Danube et à l'Euphrate. Il a accumulé une fortune colossale. Il a vaincu tous ses ennemis. Mais à quel prix? Des dizaines de milliers de morts, des villes rasées, des populations déportées, des milliers d'hommes mutilés. Et finalement, pourquoi? Un empire qui s'effondrera 50 ans après sa mort. Des conquêtes qui seront perdues. Un système politique qui ne survivra pas à son créateur. Basile II incarne le paradoxe du pouvoir absolu. Il montre ce qu'un être humain peut accomplir quand il sacrifie tout, compassion, famille, plaisir, humanité, sur l'autel de l'ambition. Il prouve qu'on peut régner par la terreur, qu'on peut bâtir un empire sur la cruauté, qu'on peut forcer le monde à se plier par la violence pure, mais il démontre aussi les limites de cette approche. Le pouvoir construit sur la peur s'effondre quand disparaît celui qui inspire cette peur. Les institutions créées par un tyran meurent avec lui. Les victoires arrachées par la terreur ne durent qu'une génération. Les prisonniers aveugles de Cleidion sont morts depuis 1000 ans. Leurs descendants bulgares et grecs vivent maintenant dans des pays démocratiques de l'Union européenne. L'Empire byzantin appartient au livre d'histoire. Les fortifications que Basile a prises ou détruites ne sont que des ruines visitées par des touristes. Les trésors qu'il a accumulés ont été pillés ou dispersés. Mais le souvenir de Basile II persiste. Il nous rappelle que derrière les grands empires, les victoires glorieuses et les pages dorées de l'histoire se cachent souvent des rivières de sang et des milliers de destins brisés. Il nous montre le vrai visage du pouvoir absolu, dépouillé de toute romance. 1000 ans plus tard, nous jugeons Basile avec les valeurs de notre époque. Nous considérons ses actes comme des crimes de guerre. Nous sommes horrifiés par la mutilation systématique de prisonniers. Nous condamnons la terreur comme outil politique. Et nous avons raison. Mais nous devons aussi comprendre que Basile vivait dans un monde différent, où la vie humaine valait moins, où la cruauté était banale, où la survie exigeait souvent l'impitoyable. Il n'était ni meilleur ni pire que beaucoup de dirigeants de son époque. Il était simplement plus efficace dans sa cruauté, plus méthodique dans sa violence, plus cohérent dans son implacabilité. C'est cette cohérence qui le distingue. Basile n'était pas un tyran capricieux qui torturait pour le plaisir. Il utilisait la cruauté comme un outil calculé pour atteindre ses objectifs politiques. Chaque acte de violence servait un but stratégique. L'aveuglement de Cleidion visait à briser le moral bulgare, à terroriser les populations, à décourager toute résistance future. C'était froid, rationnel, monstrueux. La leçon de Basile II dépasse son époque. Elle résonne encore aujourd'hui. Elle nous rappelle que les êtres humains, placés dans certaines circonstances, sont capables d'atrocités inimaginables, que le pouvoir absolu corrompt absolument, que la fin ne justifie jamais les moyens, que la terreur peut gagner des batailles mais ne construit pas de paix durable. Elle nous rappelle aussi que l'histoire n'est pas un conte de fées avec des héros et des vilains clairement identifiés. Basile II était un administrateur génial, un stratège brillant, un travailleur acharné qui a consacré sa vie entière au service de son empire. Il était aussi un tyran cruel qui a ordonné des atrocités massives sans le moindre remords. Les deux aspects coexistent dans le même homme. On ne peut pas comprendre Basile sans accepter cette dualité. On ne peut pas célébrer ses victoires sans reconnaître ses crimes. On ne peut pas admirer son efficacité sans condamner sa cruauté.
Basile II reste une figure fascinante 1000 ans après sa mort précisément parce qu'il incarne cette contradiction. Il nous force à affronter des questions inconfortables sur la nature du pouvoir, les limites de l'ambition, le prix de la grandeur. Il nous confronte à la capacité humaine pour le bien et le mal, souvent entremêlés dans la même personne. Le 29 juillet 1014, dans une vallée des Balkans, des milliers d'hommes ont perdu la vue sur son ordre. Un tsar est mort de chagrin 2 mois plus tard en voyant ses soldats mutilés. Un empire s'est effondré. Une page d'histoire s'est écrite dans le sang et les larmes. Cette page nous parle encore aujourd'hui. Elle nous murmure que le pouvoir absolu mène à la corruption absolue, que la grandeur construite sur la cruauté ne dure pas, que les victoires arrachées par la terreur laissent des cicatrices qui ne guérissent jamais, que l'histoire juge sévèrement ceux qui oublient leur humanité dans leur quête de pouvoir. Basile II a régné 50 ans, conquis un empire, accumulé une fortune, vaincu tous ses ennemis. Il a atteint tous ses objectifs. Il est mort dans son lit, entouré de serviteurs fidèles, maître incontesté de l'Empire byzantin. Par tous les critères de son époque, sa vie fut un succès éclatant. Mais 1000 ans plus tard, quand nous prononçons son nom, nous ne pensons pas d'abord à ses réformes administratives, à ses campagnes militaires brillantes ou à l'expansion territoriale de Byzance. Nous pensons à une colonne de milliers d'aveugles avançant en tâtonnant vers leur tsar. Nous pensons à Samuel mourant de chagrin. Nous pensons à la cruauté, à la souffrance, à l'horreur. C'est la vraie leçon de Basile II, le Bulgaroctone. On peut gagner tous les combats, conquérir tous les territoires, accumuler tous les trésors, régner pendant des décennies. Mais on ne peut pas échapper au jugement de l'histoire. Les actes de cruauté définissent un règne plus sûrement que les victoires militaires. La souffrance infligée marque la mémoire plus profondément que la grandeur conquise. Basile voulait être le restaurateur de la gloire byzantine. Il voulait qu'on se souvienne de lui comme du plus grand empereur de la dynastie macédonienne. Il a réussi dans ses objectifs politiques et militaires. Mais l'histoire l'a jugé autrement. Elle se souvient de lui comme du tueur de Bulgares, l'empereur qui a aveuglé 15 000 prisonniers, le tyran qui a fait mourir un roi de chagrin. C'est peut-être la plus grande ironie de sa vie. Cet homme qui contrôlait tout, qui planifiait méticuleusement chaque détail, qui façonnait consciemment son empire, n'a pas pu contrôler comment la postérité le jugerait. Il voulait la gloire. Il a obtenu l'infamie. Il cherchait la grandeur. Il a trouvé l'horreur. 1000 ans après sa mort, les Bulgares et les Byzantins ont disparu, remplacés par la Bulgarie moderne et la Grèce. Les empires se sont effondrés, les frontières ont changé, les peuples se sont mélangés. Mais le souvenir de cette journée de juillet 1014 persiste, témoignage éternel de ce que les êtres humains peuvent s'infliger les uns aux autres quand le pouvoir ne connaît plus de limites.